Vous écoutez Une enquête dans la peau, le casse du siècle. Deuxième partie. Alors que l'affaire semble patiner, un tournant inattendu relance l'enquête. On a actuellement donc plusieurs écoutes en place, à la fois sur les cibles qui sont désormais désignées, mais aussi sur leurs environnements. Et là, on va voir Doudou qui appelle un de ses neveux et lui dit « On se voit comme la dernière fois, au rond-point à côté des Champs-Élysées. Viens avec tes 2 couilles. » Ça nous dit absolument rien. Donc on va observer ce qui se passe sur la ligne du neveu. Et là, le neveu va appeler 2 de ses amis qu'on va identifier rapidement. Potentiellement, il y a eu un rendez-vous entre Doudou, le neveu, et les 2 couilles. On se dit à ce moment-là que peut-être on a l'équipe. À peu près dans le même temps, on a une autre information qui nous arrive, et c'est un ADN cette fois-ci. Et il est trouvé sur un sac qui avait été abandonné par les malfaiteurs dans la bijouterie. Et cet ADN, c'est celui d'une des 2 couilles. Donc on a là vraiment toute notre équipe constituée, mais toujours pas de traces des bijoux. Heureusement, à ce moment-là, on a quand même un certain nombre d'écoutes qui tournent, et quand on réécoute toutes les conversations qui ont lieu sur nos suspects, on va entendre le neveu et ses 2 amis qui vont chanter la Marseillaise. Donc c'est Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Et cette phrase, le jour de gloire est arrivé, elle va être répétée plusieurs fois. C'est vraiment le jour de gloire, c'est vraiment ça? Et ça répond derrière, oui, c'est vraiment ça, sinon je t'appellerai pas. Et on sent vraiment qu'il y a chez eux une joie, qu'il se passe quelque chose en tout cas. Ils parlent pas directement, la conversation est codée, ça on le comprend. Et pour nous, c'est le signal. C'est le signal, il y a de l'argent qui arrive. Donc s'il y a eu distribution d'argent, c'est qu'il y a eu vente de bijoux. Donc là, on est à peu près 3 mois après le début d'enquête, et on commence à avoir des liquidités qui sortent. On en est maintenant à un point de notre enquête où on a identifié pas mal de personnes, tous les braqueurs notamment, mais ça ne suffit pas. Donc l'idée, c'est d'avoir le plus d'éléments possible. Et pour nous, le plus d'éléments, ça va être retrouver les bijoux. Ça va être assister à une remise d'argent ou à une remise de bijoux, dans l'idéal, les 2, argent contre bijoux. Et la difficulté, ça va être de trouver ce moment-là. Le travail de Michael, le reseller, ça va être précisément de revendre les bijoux. Le recel, c'est un vrai métier, quelque part. Les gens qui s'occupent comme ça de braquer des bijouteries très haut de gamme, avec des diamants, avec des montres très très chères, souvent, ils ont déjà un reseller. Sinon, ils prennent des risques supplémentaires. Et là, précisément, Doudou se retrouve avec ce lot de bijoux. Il va s'adresser à une personne qui n'est pas sur la place de Paris, réputée comme étant un receleur attitré de diamants de cette valeur-là. Michael, c'est quelqu'un qui a des activités un peu douteuses, mais c'est certainement pas un reseller, quoi. C'est pas quelqu'un qui est de la partie, et on comprend pas de premier abord pourquoi Doudou s'adresse à lui. Il faut se rendre compte que ce qui a été volé chez Harry Winston, c'est pas du bijou de Histoire d'Or, du magasin, du manège à bijoux chez Leclerc. C'est une valeur quand même qui est très particulière. On a 80 millions de dollars, il y a plus de 400 pierres qui sont en vente, et c'est très compliqué de trouver la sortie pour ces pierres. Il y a quand même assez peu de personnes sur la place de Paris en capacité d'avoir autant de liquidités, de sortir autant d'argent en cash, si possible, pour acheter ces pierres. Donc il va s'adresser à plusieurs personnes. Et il va vendre 2 pierres à droite, 3 pierres à gauche, 10 pierres ici. Sauf que derrière, Doudou lui met la pression. Doudou, il lui dit, pour telle paire de boucles d'oreilles, j'en veux 20 000. Et ne reviens pas avec 15 000, c'est pas la peine de revenir. Si j'ai pas 20 000, c'est pas la peine. Il est vraiment sous pression, la tension, on la sent au téléphone, il a peur, il en pleure parfois même dans ces discussions. Il est vraiment, c'est pas son milieu habituel. Il a une pression phénoménale parce qu'il a sans doute à un moment prétendu qu'il pouvait écouler ses diamants. Ce qui en fait est quasiment impossible quand on n'est pas du métier. Et là, il est dans un engrenage dont il ne va pas réussir à se sortir. Il va y avoir un rendez-vous à l'hôtel Coste sur le 16e arrondissement dans lequel on devrait trouver Michael, le reseller, plusieurs autres personnes susceptibles d'acheter ces pierres et sur lequel, rendez-vous,
Doudou devrait faire une apparition. On se dit que c'est peut-être le bon moment pour interpeller à la fois les personnes qui seront au rendez-vous, mais aussi en cascade toutes les personnes qui sont en périphérie. Donc ça va mobiliser environ 200 personnes qui sont sur le pied de guerre ce soir-là. Ça fait 5 mois qu'on est sur cette affaire et on sait qu'on a mobilisé énormément de monde et ça met la pression quand même. Donc cette soirée-là, Michael a autour de lui plusieurs de ses amis, potentiellement des acheteurs de pierres. On sait qu'il y a des diamantaires autour de la table. On sait que ça discute fort. On a des policiers qui sont dans l'hôtel, qui essayent d'écouter la conversation, mais en essayant de rester discret, donc c'est pas forcément évident. C'est une scène très cocasse parce que d'abord elle a lieu vraiment sous les yeux des policiers, quoi, qui, même s'ils n'entendent pas les dialogues, comprennent qu'il y a des tractations. À un moment donné, tout le monde se lève, descend, sort devant l'hôtel. Et dans le même temps, il y a le véhicule de Doudou qui se rapproche. Et là, effectivement, on se dit, c'est bon, il va venir. Il se rapproche, et là, il arrive en limite du 16e arrondissement. Et donc, on se dit, attention, ça va venir, il va falloir être là, il va falloir interpeller. Sauf que finalement, il ne se rapprochera pas. Mais il repartira rapidement de nouveau sur le 93. Qu'est-ce qui fait que Doudou n'était pas là ce soir-là ? On le sait pas, on le sait encore pas maintenant. Est-ce qu'il était vraiment attendu ? On ne sait pas. Donc pour nous, il n'y a pas eu de remise de pierre. Donc on en est resté là et toute l'opération a été annulée. Il y a une forme de déception. On pensait que ce soir, c'était le dernier soir. Et chacun rentre chez soi et bredouille. Cette affaire, c'est devenu une obsession. Les jours se suivent. On arrive le matin au travail, on écoute ce qui s'est passé la nuit, on retranscrit, on est dans un cycle entre guillemets sans fin. Et on cherche pas à comprendre, c'est comme ça, on travaille, on fait ce qu'il y a à faire. On a un travail qui est monstre. On est obligé de demander à d'autres groupes de nous aider, alors qu'on travaille quand même tous les jours, 7 jours sur 7. Pendant 10 semaines, c'est ma première famille en fait. Je vois plus mes collègues que je vois mes enfants. Donc mes enfants, habituellement, je les voyais pour les coucher le soir, à 21h, je leur disais bonjour le matin, et c'était tout. C'est le seul contact que j'avais avec mes enfants ou ma femme à l'époque. Mais on se dit, une fois qu'on est dedans, dans l'engrenage, on est obligé d'aller au bout. On ne peut pas s'arrêter au milieu. Il n'y a qu'une seule manière de sortir de cette affaire-là, c'est de la réussir et de s'en sortir par le haut, en fait. Il n'y a pas d'autre option. Et on va se retrouver au mois de juin. Ça fait 5 mois qu'on est sur cette affaire. Et Michael va contacter encore d'autres personnes. Il va être mis en contact avec un joaillier parisien, qui est associé avec un autre bijoutier qui, lui, se trouve en Israël. On sent qu'il va se passer quelque chose. On savait déjà qu'il y avait cet Israélien qui revenait à Paris. On va forcément s'intéresser à ce rendez-vous et on va le coller tout de suite. C'est le branle-bas de combat, c'est toute la BRB qui se met en état de marche. Michael est dans ce domicile-là, sur le 16e arrondissement. Cette fois-ci, il est décidé que seront interpellées toutes les personnes qui sortiront de ce domicile. Le premier qui se présente, c'est Michael. Il n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. On l'interpelle, on lui saisit son téléphone, on le menotte, on le met dans une voiture et il part pour le service. À partir de ce moment-là, on ne peut plus reculer. On a quelque chose comme 18 ou 20 objectifs. On est obligé d'interpeller toutes ces personnes en même temps, parce que si on n'en interpelle qu'une, le temps qui va s'écouler avec les autres interpellations, ce sont autant de preuves qui risquent de disparaître, en l'occurrence de bijoux et d'argent. Le chef de groupe me demande d'aller au domicile de Doudou pour procéder aux interpellations. Je pars à direction 93 en urgence. Donc moi j'arrive à Pavillon-sous-Bois. Il est interpellé.
L'objectif pour moi maintenant, ça va être d'assister à la perquisition, de retrouver les bijoux ou de l'argent. Voire les deux, mais en tout cas, il va falloir trouver quelque chose. On va tout regarder, forcément. C'est un pavillon qui est énorme. Il y a un rez-de-chaussée, un étage, une cave. On va tout fouiller, pièce après pièce, meuble après meuble. De mon côté, je vais à l'étage et je fouille le grenier, en fait. Moi, je trouve des coupures de journaux qui font état du braquage. Mais quand on lui demande pourquoi il a ces coupures de journaux, il nous dit je m'intéresse au grand magnétisme, c'est mon truc, j'écoute les infos, je vais sur internet pour voir ce qui se passe. Voilà, c'est un intérêt. Et évidemment, c'est son jeu, c'est quelque part son rôle de se dire qu'après tout, tout le monde peut avoir des coupures de journaux. Ça en fait pas un coupable, ça en fait pas un braqueur. Certains de mes collègues vont aller au sous-sol. Et là, sur des bancs de musculation, ils vont trouver des cartons dans lesquels on va trouver plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc il y aura quelque chose comme 300 ou 400 000 euros en billets, en espèces, posés là. C'est déjà ça. C'est déjà ça, mais on n'a pas de bijoux. Après toutes ces interpellations, le bilan est néant. En termes, bien entendu, de bijoux, de montres et de diamants, c'est le vide total. Je suis déçu, je suis amer. On n'a toujours pas ce stock. Qu'est-ce que j'ai loupé? Où sont ces bijoux? Est-ce qu'il les a enterrés quelque part? Est-ce qu'il a pu les donner à quelqu'un? Où est-ce que ça peut être? Chez qui? Est-ce qu'il y a un frère? Est-ce qu'il y a une sœur? Est-ce qu'il y a un coin dans le jardin? Est-ce que... On réfléchit à tout ça et on comprend pas. Le suspect est placé en garde à vue. On sait qu'on a 96 heures. 96 heures, c'est le délai légal de la garde à vue en criminalité organisée. Et c'est court sur cette affaire-là précisément parce qu'on a plus de 20 personnes en garde à vue. Il va falloir gérer tout ça. Donc j'entends Doudou une première fois. C'est moi qui serai chargé de ces auditions, donc pendant ces 4 jours-là. On est chacun à notre place, chacun dans son rôle. Il est voyou, je suis policier. Mais il n'est pas comme ce qu'on peut voir trop souvent aujourd'hui dans l'insulte, dans l'invective. Voilà, il reconnaît le travail de la police, c'est pas son côté, c'est pas le côté qu'il a choisi. Il est respectueux. Il est toujours très zen, très serein. L'argent que vous avez trouvé, oui, bon, effectivement, j'ai beaucoup d'argent. Je faisais que le garder pour quelqu'un. Enfin, il trouve toujours de ce à quoi se raccrocher. Il est rassuré dans un premier temps parce qu'il sait que la première perquisition n'a abouti sur la découverte d'aucun diamant. Donc il se dit, pour le moment, tout est sauf. Donc à ce stade de la garde à vue, il reste assez confiant sur la suite des événements. Il connaît très bien le fonctionnement de ces gardes à vue. Il n'en est pas à sa première, il en a déjà fait quelques-unes. Donc il sait très bien comment ça fonctionne. Donc pour lui, l'enjeu, ça va être de savoir qu'est-ce que j'ai moi comme carte. Le jeu débute. Les parties n'ont pas encore toutes révélé leur jeu. Ça va être un poker menteur en fait. C'est dis-moi ce que t'as et moi je te dirai peut-être quelque chose. Peut-être. Donc il est dans une position d'attente. Il attend de voir quel est le jeu de la police. Et de mon côté, je dois faire l'inverse. J'essaie de récupérer des éléments en lui en donnant le moins possible. Plus je lui donnerai d'éléments, et plus je sais qu'il va construire son histoire autour des éléments que je vais lui donner. Je sais que j'aurai pas d'aveu, je suis pas naïf, j'ai assez peu d'expérience, je suis peut-être quand même le stagiaire encore dans ce groupe-là, mais j'aurai pas d'aveu. Il va pas me dire du jour au lendemain, oui c'est moi qui ai organisé le braquage à Winston, oui j'ai braqué, ça je sais que je l'aurai pas. Il est donc décidé de faire une nouvelle perquisition domicile de Doudou. Je n'assiste pas à cette perquisition, puisque je dois de mon côté procéder aux auditions. Donc j'entends Doudou une deuxième fois, il répond à mes questions, encore une fois c'est cordial, et il me dit absolument rien. Et là j'apprends, par message, par téléphone, qu'on a trouvé des bijoux.
En descendant au garage de ce pavillon, mes collègues ont décidé d'arracher tout ce qui était refait. Et c'est avec un pied de biche, un petit peu de façon fortuite, qu'un collègue va faire un trou dans un mur. Il va s'apercevoir que c'est du placo, qui est fraîchement posé. On va agrandir le trou, et on se rend compte qu'au sol, derrière ce trou, dans cette cachette, se trouvent des seaux de peinture, dans lesquels se trouvent plusieurs centaines de bijoux. Ce sont les bijoux à Winston, ils sont étiquetés encore. Là, j'aurais donné beaucoup pour y être, mais pourtant, je vais tirer ma petite satisfaction personnelle, mine de rien quand même. Alors ça peut paraître un petit peu auto-centré, mais j'ai besoin de voir chez lui, en fait, la défaite. Il est important de savoir qu'il était dans l'inconnu la plus totale quant aux indices réels et sérieux qui avaient été recueillis par la brigade de répression du banditisme. Je boue à l'intérieur. À l'intérieur, c'est forcément, il se passe énormément de choses. Je pourrais hurler si je le pouvais. J'ai envie de lui dire, on t'a niqué en fait, presque. Là, on a gagné maintenant, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire maintenant ? Je veux le pousser dans son retranchement en fait. Donc là, j'organise le truc, je me fais envoyer les photos par mail. Et là, j'ai ce petit moment où je le regarde droit dans les yeux pour voir sa réaction. Complètement détendu, il n'y a pas de souci. Et là, je lui dis, c'est bon, on a retrouvé les bijoux. Et je tourne l'écran de mon ordinateur de sorte à ce qu'il voit les seaux de peinture dans lesquels se trouvent les bijoux. Et là, lui, forcément, il est un petit peu désarçonné, il est surpris. Et là, il nous dit, ok, c'est bon, vous avez gagné. À la recherche de la plus grosse pierre volée. À l'issue des 96 heures, toute notre thèse sur cette équipe, avec la taupe, le vigile, le receleur, les braqueurs, tout ça est confirmé. Lorsqu'on fait le point sur la quantité de bijoux qu'on a retrouvés, on va s'apercevoir qu'on a retrouvé à peu près 60% des bijoux. Il en manque quand même une grosse partie, et il manque notamment la plus grosse pierre qu'il y avait dans cette fameuse trappe secrète du coffre-fort, et qui fait à elle toute seule plus de 12 millions de dollars. Le plus gros objectif qui reste maintenant, c'est de mettre la main sur ce bijou qu'on appelle entre nous le Yukun-kun, la référence avec le film de Louis de Funès. Donc ça reste encore un gros travail, et on va s'appuyer là-dessus sur des sonorisations qu'on va mettre en place, des parloirs. Donc Doudou est en prison, comme tous les autres braqueurs en tout cas, et on va sonoriser les parloirs, c'est-à-dire écouter ce qui s'y dit. Tous les moyens sont bons pour essayer de coincer Doudou et pour retrouver le plus gros diamant disparu du casse d'Harry Winston. On va comprendre qu'il a réussi à dire à sa compagne de faire attention, de ranger le lit. Potentiellement, ça veut dire, pour nous en tout cas, qu'il a réussi à cacher quelque chose sur ce lit. Premier indice. Et il va aussi recevoir un de ses amis, qui est gérant d'une boîte de striptease parisienne, et il va lui raconter un petit peu ce qui s'est passé. Il va lui raconter qu'il a été interpellé. Il va se mettre en avant, il va se mettre en valeur. C'est son ego là qui parle en fait. Et donc là, il va lui expliquer qu'effectivement, il a été trouvé chez lui, qu'il y avait de l'argent, qu'il y avait des pierres. Et il va encore en rajouter en disant « Non, mais j'ai réussi à cacher... On va comprendre en tout cas qu'il a caché quelque chose. Il est question de gouttière aussi. En tout cas, il y a quelque chose de caché. Tous les braqueurs ont les mêmes caractéristiques. Ils ont souvent un ego surdimensionné. Et c'est ça qui fait qu'ils vont à un moment ou à un autre raconter des choses ou faire des erreurs. Et pour nous, qui cherchons ce bijou, on sait qu'on a quand même retourné la maison de fond en comble. On a fait plusieurs perquisitions. À un moment donné, on va se dire, on va y retourner, mais cette fois-ci, on va y aller avec du matériel de chantier. C'est-à-dire qu'on va tout casser. Les policiers, eux, ils sont là pour trouver. C'est leur rôle, d'ailleurs. C'est une bonne guerre. C'est des chasseurs. C'est le trait de la BRB, non ? Les chasseurs. En cassant les plaques au plâtre et les lambris, on a déjà trouvé énormément de choses. Ça veut dire que c'est un mec qui est capable de cacher quelque chose n'importe où. Doudou, il a une formation de plaquiste, donc sa spécialité, c'est en fait de faire des cloisons. Et donc, il a truffé son pavillon de caches, quoi. Il y avait des cachettes partout. Et je pense qu'on en a encore loupé. Il est probable qu'on en ait loupé quelque part encore. Donc cette fois-ci, on y va avec ce qu'il faut, avec de l'outillage. Notre première idée, c'est de confirmer ce qu'on a trouvé. Donc assez rapidement, on se dirige vers une gouttière.
Et là, mes collègues vont se rendre compte que sur le côté, il y a un petit bout de ciment qui a été rajouté. Et on va casser ce bout de ciment. Et à l'intérieur, ils vont trouver une bouteille de shampoing. Et à l'intérieur de cette bouteille de shampoing, on voit des bulles, beaucoup de bulles, mais au milieu, des bagues. On va retrouver le Yukunkun notamment, et plusieurs autres bijoux de grande valeur. Quand on y met tant de soi, en fait, et qu'on arrive à retrouver cette petite bouteille de shampoing là où se trouvent ces quelques bagues, mais c'est... déjà, c'est rien que l'anecdote, il y a un côté rigolo, inhabituel, mais voilà, dans une bouteille de shampoing, quoi, il y a une bague qui fait 12 millions, quoi. Donc on sort cette bague, et en plus elle est moche, la bague. Elle est moche, elle est grosse, mais ça fait 12 millions, quoi. Si on assimile la valeur du pavillon à la valeur du butin, on peut même dire que c'était même hallucinant, c'était le pavillon le plus fortuné de France. Au-delà de châteaux et d'hôtels particuliers historiques. Hein. Donc là, c'est la cerise. C'est maintenant qu'on a la cerise sur le gâteau. Et c'est là qu'on va pouvoir fêter cette affaire. C'était une affaire hors norme. Normalement, on ne retrouve pas la marchandise, on n'attrape pas tout le monde. Et bien là, en un temps record, et encore une fois, avec une efficacité de la police hors norme aussi, tout le monde qui est arrêté, déféré, ils reconnaissent les faits. Pour un policier, je pense que c'est l'enquête parfaite. L'interpellation des auteurs à la découverte des diamants, c'est une enquête formidable en fait, parce qu'il y a tout. C'est des moments, quelque part, on sacrifie une partie de notre vie, mais c'est pour vivre ça, en fait. On a des émotions qui sont exacerbées, en fait, dans ces moments-là. C'est... je vais être vulgaire, mais c'est bandant, en fait. Et en fait, c'est difficile, c'est un piège. Parce que derrière, il va falloir retrouver le lieu commun des enquêtes, finalement. Et on trouve plus de plaisir à ce qui est normal. On a une espèce d'échelle de valeur qui est complètement faussée, finalement. Donc on a envie de vivre de l'extraordinaire tout le temps. Donc c'est compliqué à gérer quand même après. Mais j'ai vécu là quelque chose d'exceptionnel. Doudou a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris. Le reste de l'équipe a écopé de peines allant de 9 mois de prison avec sursis à 10 ans de réclusion criminelle. Une partie d'entre eux a été reconnue coupable des 2 braquages de la joaillerie Harry Winston, survenus successivement en octobre 2007 et décembre 2008. La majorité des accusés ont déjà purgé leur peine. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective, adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation. Cet épisode a été écrit par Clémentine Arnaud et réalisé par Clémentine Arnaud et Thomas Jacquet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Marine Boudalier. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Vincent Couem.